Dans les rues de Rome, on le surnommait l'homme le plus riche de la République. Marcus Licinius Crassus n'était pas un général acclamé, ni un héros tragique tombé au combat. Il était un maître du calcul, un architecte de fortune. Il avait bâti un empire, non par l'épée, mais par la pierre, la dette, l'influence et parfois, par les flammes. Car Crassus avait prospéré là où les autres fuyaient, les incendies. Il rachetait à bas prix les ruines fumantes des maisons détruites, puis les reconstruisait avec profit. Il achetait des esclaves par centaines, les formait, les louait. Il spéculait, contrôlait, possédait. Et au sommet de cette montagne d'or, il ne voyait pas un sommet, mais un vide. Car malgré sa richesse colossale, Crassus n'était pas respecté. À ses côtés, deux géants dominaient la scène romaine, Jules César, le stratège génial, et Pompée le Grand, le conquérant des mers. Eux, ils avaient conquis par la guerre, par le sang et la gloire. Lui, Crassus, n'était vu que comme le banquier, le financier du pouvoir, un homme d'influence mais sans éclat militaire. Et ce mépris, il le ressentait à chaque regard, à chaque discours, à chaque rumeur dans les couloirs du Sénat. Il ne voulait plus simplement être le plus riche. Il voulait être le plus grand. Alors il s'est mis en tête d'acheter la gloire, comme il avait tout acheté jusqu'ici. Et cette gloire, il irait la chercher à l'est, au-delà de l'Euphrate, chez les Parthes. Un empire lointain, inconnu, mais riche. Un royaume que Crassus imaginait déjà tomber sous les légions comme un marché sous son or. Mais il ne le savait pas encore. L'or qu'il avait fait roi allait devenir son bourreau. Car dans ce monde antique, la richesse sans sagesse devient poison. Et quand un homme confond fortune et grandeur, c'est souvent l'histoire elle-même qui vient lui rappeler sa place. À Rome, le pouvoir se partageait entre trois hommes. Trois figures qui, ensemble, formaient ce qu'on appellerait le premier triumvirat. Jules César, l'ambitieux réformateur. Pompée le Grand, le stratège glorieux. Et Marcus Licinius Crassus, l'homme au coffre plein, mais au prestige vide. Sur le papier, ils étaient égaux. Dans les faits, Crassus était le troisième homme, l'ombre dans le soleil des deux autres. César avait conquis la Gaule, défié les traditions, captivé les foules. Pompée avait pacifié les mers, défait des rois, et inspiré le respect du Sénat. Et Crassus, il avait de l'or, des propriétés, des esclaves, des banquiers. Il finançait des campagnes. Il tirait des ficelles. Mais dans les tavernes, dans les forums, dans l'histoire orale du peuple, il n'était pas un héros. Il était un comptable. Et cette perception le rongeait. Crassus ne voulait pas être l'homme riche derrière les rideaux. Il voulait marcher sous le laurier, défiler avec ses légions, graver son nom dans les murs du Capitole. La guerre devenait alors, pour lui, la seule monnaie capable d'acheter le respect. Mais César avait déjà pris l'ouest. Pompée dominait le sud. Il ne restait à Crassus qu'une direction, l'est. Et justement, là-bas se dressait un royaume aussi mystérieux que prospère. La partie gardienne des routes de la soie, des richesses de l'Orient, d'une gloire à conquérir. Crassus s'y projette. Il rêve d'un triomphe oriental, d'une victoire éclair. D'un Crassus victorieux sur un char doré, avec la tête d'un roi part à ses pieds. Un trophée digne de rivaliser avec César et Pompée. Mais dans ce rêve de grandeur, une vérité s'efface. Crassus n'est pas un général. Il ne connaît pas les sables du désert. Il ne comprend pas les subtilités de la guerre d'Orient. Il ne veut que ce que les autres ont eu avant lui. Et souvent, dans l'histoire, ceux qui cherchent la gloire pour les mauvaises raisons trouvent le désastre là où ils croyaient saisir l'immortalité. Rome est agitée, mais Crassus ne demande rien. Il impose. Contre les traditions, contre l'avis du Sénat, contre les murmures prudents de ses alliés. Il décide d'entrer en guerre. Seul. La partie sera sa scène. La gloire, son dû. Et s'il faut contourner les institutions romaines pour y parvenir, qu'il en soit ainsi. Nommé gouverneur de Syrie, Crassus ne perd pas une seconde. Il transforme cette province frontière en camp de guerre. Les coffres qu'il avait remplis à Rome se vident pour acheter des armes, des vivres, des hommes. 7 légions, 40 000 soldats, 4 000 cavaliers, et autant d'auxiliaires. Une des plus grandes armées romaines jamais envoyées vers l'Est. Mais la force brute ne fait pas la sagesse. Et dès ses premiers pas sur ces terres inconnues, Crassus rejette l'expérience. Les chefs locaux, vétérans des frontières, lui parlent des Parthes, de leur rapidité, de leur tactique fuyante, de leur guerre d'usure. Ils l'avertissent, ici, les batailles ne se gagnent pas en ligne droite.
Mais Crassus n'écoute pas. Pour lui, l'armée romaine est inarrêtable. Elle a écrasé Carthage, conquis la Gaule, maîtrisé les Alpes. Qu'est-ce qu'un royaume de cavaliers désorganisé face à la discipline de Rome? Son orgueil lui peint la Mésopotamie comme un terrain de jeu. Un désert plat, ouvert, sans piège, parfait pour y marcher droit vers la victoire. Et ainsi, l'armée avance. Colonne après colonne, elle franchit l'Euphrate. Les enseignes brillent. Les casques étincellent. Les tambours résonnent dans le sable. Les premiers villages tombent sans résistance. Certains fuient à leur arrivée. D'autres se rendent sans combattre. Tout semble confirmer la vision de Crassus. Mais ce qu'il prend pour la peur n'est qu'un appât. Car plus ils avancent, plus le désert s'étire, plus la chaleur épuise, plus l'ennemi disparaît. Aucun affrontement frontal. Aucun roi à capturer. Juste un silence lourd et des ombres au loin. Crassus croit marcher vers la gloire. Il marche vers le piège. Ce que Crassus ne sait pas, c'est qu'à l'autre bout du désert, quelqu'un l'attend. Suréna. Jeune général parthe, inconnu à Rome, mais redouté dans tout l'Orient. Charismatique, rusé, maître de la guerre en terrain ouvert. Il ne cherche pas à impressionner, il veut détruire sans se faire voir. Suréna ne va pas affronter Crassus frontalement. Il va faire mieux. Il va le faire marcher jusqu'à sa propre perte. Le désert devient alors une arme. Pas un décor. Pas un obstacle. Mais un champ de guerre silencieux, lent, impitoyable. Les légions romaines avancent chaque jour un peu plus vers le vide. Elles croisent des villages abandonnés. Des pistes qui mènent nulle part. Et de temps en temps, une escarmouche. Quelques cavaliers partent. Un tir, puis une fuite. Rien de sérieux. Rien de glorieux. Mais assez pour troubler les nerfs. Crassus pense qu'il chasse. En réalité, il est chassé. Les lignes de ravitaillement, trop longues, commencent à se fissurer. L'eau manque. La nourriture s'épuise. Les bêtes meurent. Et les soldats, couverts de sueur et de poussière, marchent sans voir d'ennemis. La nuit, c'est pire. On entend des bruits au loin. Des cris, des sabots, puis rien. Les veilleurs ne dorment plus. La peur rampe dans chaque tente. Certains croient voir des ombres. D'autres parlent de fantômes. La guerre devient mentale. Pendant ce temps, Suréna observe. Il attend. Chaque pas romain l'éloigne de ses soutiens. Chaque légion fatiguée devient un poids mort. La discipline romaine commence à craquer. Les ordres sont mal compris. Les éclaireurs se perdent. Et toujours, personne à combattre. Seulement la chaleur, la poussière et les doutes. Crassus ne comprend pas. Il n'a jamais vu ça. Il veut une bataille rangée, un adversaire en face. Mais il fait face à une idée, à une stratégie. La partie ne se bat pas pour le prestige. Elle se bat pour survivre. Et dans ce désert, c'est Rome qui commence à mourir. La ville de Caire, aux confins de la Mésopotamie, devient le théâtre d'une tragédie romaine. Crassus, enfin, voit ce qu'il attendait depuis des semaines. Une armée part en approche. Une bataille. Un vrai affrontement. Il pense encore pouvoir inverser le cours des choses. Redonner du sens à cette campagne chaotique. Il aligne ses troupes selon les standards romains. Infanterie lourde au centre, cavalerie sur les ailes, éclaireur à l'avant. À ses côtés, son fils Publius, jeune, brillant, formé par César en Gaule. Plein de fougue, de promesses, d'orgueil aussi. Mais en face, ce n'est pas une armée classique. Ce sont des ombres mobiles, des cavaliers rapides comme le vent. Des archers à cheval, tirant en pleine course. Des cataphractes, cavaliers cuirassés, semblables à des statues vivantes. Et surtout, une pluie de flèches qui ne s'arrête jamais. Le ciel s'assombrit. Le sol se couvre de sang. Les boucliers romains, faits pour bloquer des lances, ne tiennent pas face à des heures de bombardement. Les soldats tombent, aïe aïe aïe. L'organisation se fissure. Publius, pressé d'en finir, mène une charge avec la cavalerie. Il croit ouvrir une brèche. Mais c'est un piège. Il est isolé, entouré, submergé. Il meurt sous les yeux de ses hommes, sa tête tranchée, exhibée au bout d'une lance. Les Parthes la brandissent devant les lignes romaines. Et Crassus, son père, voit ce visage qu'il a élevé, qu'il a emmené au combat, devenir un trophée. À cet instant, quelque chose se brise. Le général n'ordonne plus. Il doute. Il hésite. Ses troupes le voient faillir. Le chaos s'installe. L'armée ne combat plus. Elle survit.
Crassus tente une retraite vers Car. Mais c'est trop tard. La chaleur, la fatigue, la peur transforment les légionnaires en fuyards. La moitié de l'armée est anéantie. Les autres jettent leurs armes. Courent, tombent, disparaissent dans le sable. Rome, ce jour-là, n'a pas perdu une bataille. Elle a perdu son illusion d'invincibilité. Et Crassus, lui, a tout perdu. Son armée, son fils, et ce qu'il lui restait d'honneur. L'armée romaine est brisée. La moitié des hommes gît dans le sable. L'autre moitié se terre dans la ville de Car, affamée, démoralisée, cernée. Crassus, vieilli en quelques jours, n'est plus le même homme. Celui qui rêvait de gloire marche maintenant sur les cendres de son orgueil. Le regard perdu, la bouche silencieuse. Son fils est mort. Ses légions sont dispersées. Et la partie contrôle tout. Mais alors que tout semble perdu, Suréna, le général, part tend la main. Il envoie des émissaires, porteurs de trêve. Il propose une entrevue, sur terrain neutre, entre les deux commandants. Un dernier dialogue. Peut-être une sortie honorable pour Crassus. Et une promesse de retour pour les survivants romains. Autour de Crassus, les voix s'élèvent. Certains officiers le supplient. Général, n'y allez pas. C'est un piège. Ce n'est pas Rome. Ici, la parole ne protège pas. Mais Crassus n'écoute plus vraiment. Ce n'est pas qu'il croit en la trêve. C'est qu'il a besoin d'y croire. Alors il accepte. Accompagné d'une petite suite, il marche vers le point de rencontre. Un vent sec souffle sur la plaine. Les tentes sont dressées. Les chevaux partent piaves dans le silence. Suréna l'attend. Souriant. Courtois. On parle. On s'assied. Mais très vite, les tensions montent. Un malentendu? Une provocation? Une intention cachée? Les versions divergent. Mais le résultat est le même. Les Romains sont désarmés, puis attaqués. Certains sont massacrés sur place. Crassus est capturé. Pas tué. Pas exécuté sur le champ. Mais livré à la colère parte. À une vengeance qui dépasse l'homme qu'il est. Car aux yeux de Suréna, Crassus incarne l'arrogance romaine. L'invasion injustifiée. La guerre sans cause. Le mépris des peuples. Et la volonté d'asservir par pur appât du gain. Alors sa mort ne sera pas ordinaire. Elle sera exemplaire. Elle sera un message. Et dans l'esprit de ceux qui la préparent. Il est temps que l'or devienne cendre. Que le conquérant devienne victime. Crassus est captif. Il ne commande plus. Il ne négocie plus. Il ne rêve plus. Ce qu'il attend désormais, c'est sa fin. Mais chez les Parthes, la mort d'un ennemi n'est pas une simple affaire de l'âme. C'est un acte politique. Un message. Et Crassus n'est pas un prisonnier comme les autres. Il est l'image de Rome orgueilleuse, cupide, conquérante. Alors Suréna choisit une exécution à la hauteur du symbole. Il ne s'agira pas de l'égorger, ni de le crucifier, ni même de le laisser mourir de faim dans un cachot. Non, ce sera l'or. Cet or que Crassus aimait tant. Celui qu'il amassait. Celui pour lequel il a déclenché une guerre. Celui qui a coûté la vie à son fils, à ses légions, à sa réputation. Les artisans partent font fondre le métal jaune. La température grimpe. Le liquide bout. L'or devient feu. Devant un cercle de nobles Parthes et de prisonniers romains. Crassus est traîné à genoux. On lui maintient la tête. On lui ouvre la bouche de force. Il veut crier, mais aucun son ne sort. Et puis, on verse. L'or fondu entre par la gorge. Il brûle tout sur son passage. La langue, le palais, la trachée, le ventre. La douleur est inimaginable. Mais ce n'est pas seulement une torture. C'est une leçon. Un théâtre. Un avertissement. Une scène gravée dans les mémoires. Le plus riche des Romains meurt parce qu'il a le plus aimé. Ses trésors ne l'ont pas protégé. Ses ambitions ne l'ont pas sauvé. Ses rêves ont fondu avec le métal dans sa bouche. Pour les Parthes, cette mort n'est pas barbare. Elle est morale. Elle punit le péché de cupidité. Comme un jugement antique, rendu par le feu. Et pour les Romains captifs, forcés de regarder. C'est un choc. Une image qu'ils ne pourront jamais oublier. Le prix de l'orgueil. Le vrai visage de la défaite. L'or brille. Mais il brûle. Le sable de Mésopotamie avait bu le sang romain. Et quand la nouvelle parvint à Rome, c'était un séisme. Crassus est mort. Son armée anéantie. Son fils décapité. Son ambition consumée par l'or. Mais au-delà de l'horreur,
Ce fut le choc politique qui secoua la République. Le triumvirat n'existe plus. Jules César et Pompée, autrefois alliés par pragmatisme et équilibre, non plus entre le contrepoids que représentait Crassus. Car si Crassus n'était pas aimé, il était utile. Sa fortune soutenait les campagnes. Son influence tempérait les ambitions. Sa présence forçait César et Pompée à coopérer, chacun craignant que l'autre ne s'allie avec lui. Sans lui, la méfiance devient conflit. L'ambition devient guerre. Et très vite, la République bascule. Le Sénat penche vers Pompée. César, isolé, voit l'hostilité monter. Les tensions que Crassus avait voulu éteindre par une guerre extérieure reviennent frapper Rome de l'intérieur. La guerre civile se profile, avec Rome elle-même comme champ de bataille. Et à l'est, les Parthes, longtemps méprisés comme des barbares cavaliers, deviennent un ennemi digne de respect et de crainte. Leur victoire à Acre n'est pas qu'un triomphe militaire. C'est un acte diplomatique et symbolique. Ils ont prouvé qu'on peut battre Rome, qu'on peut renverser l'arrogance impériale, et qu'un empire fondé sur la vitesse, la stratégie et la connaissance du terrain peut vaincre l'ordre et la discipline romaine. Rome revoit alors sa politique orientale. Fini les aventures impulsives. Désormais, les relations avec la partie se feront avec prudence, avec respect, avec peur. L'Est n'est plus un terrain de conquête. C'est devenu un miroir, celui qui rappelle aux Romains qu'ils ne sont pas invincibles. Et Crassus, sans le vouloir, a offert aux ennemis de Rome une victoire totale, militaire, morale et psychologique. Il voulait éviter la guerre civile. Il l'a provoquée. Il voulait affirmer Rome à l'Est. Il l'a humiliée. Et dans cette ironie tragique, il a scellé, par sa chute, un changement d'époque. Il voulait tout. Le pouvoir, la richesse, la gloire, l'immortalité dans les mémoires de Rome. Et Marcus Licinius Crassus a tout perdu. Son nom est resté. Mais pas comme il l'avait rêvé. Pas comme un conquérant, ni comme un grand homme d'État. Mais comme un avertissement. Car son histoire, racontée des siècles durant, n'est pas une épopée de victoire. C'est une tragédie. Une parabole sur l'avidité, sur l'orgueil, sur la démesure. Il avait l'or, et pourtant il en voulait plus. Il avait la puissance, et il cherchait la gloire. Il voulait rivaliser avec César et Pompée. Mais il n'avait ni leur génie, ni leur prudence. Ce qu'il avait, c'était la soif. Et cette soif-là ne se désaltère jamais. Alors il est allé chercher l'or de l'Orient. Et l'Orient lui a fait avaler le fait. Son exécution est devenue légendaire. Le métal qu'il adorait, versé dans sa gorge, transformant sa bouche en fournaise, son corps en torche silencieuse. Il n'a pas été tué par une épée. Il a été brûlé vivant par sa propre obsession. Et cette image, un homme dévoré par l'or, a traversé les siècles. Les écrivains, les philosophes, les artistes s'en sont emparés. Ils en ont fait un symbole. Celui qui aime trop le pouvoir finit par être consumé. Celui qui mesure sa valeur en argent paiera un prix que l'argent ne rachète pas. L'or, dans les temples, dans les tombes, dans les trônes, brille toujours. Mais dans la gorge de Crassus, il hurle encore. Hurle que la richesse ne fait pas la grandeur. Hurle que l'ambition, sans sagesse, mène à la ruine. Hurle que ceux qui veulent régner sans limite finissent souvent par tomber sans honneur. Et à travers l'histoire, la voix de Crassus ne s'est jamais éteinte. Elle chuchote dans l'ombre des palais. Elle résonne dans le silence des tombeaux. Elle rappelle ceci. L'or n'est pas seulement précieux, il est mortel.